Et voilà, je crois qu'on est en ligne. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir suivi les sessions précédentes. Mais là, il est 16 heures, c'est l'heure du goûter, mais on est encore hyper présent. Bonjour Antoine, Antoine de Job Ça. Teaser qui nous rejoint. Donc, je ne vais pas vous refaire le speech de qui on est chez PlayPlay. Vous venez de regarder la session de Thibaut, je pense que vous le savez très bien. En revanche, je veux m'assurer que tout le monde se souvient que de 1, on a les replays, on s'inquiète pas, vous les aurez après cette session, après toutes les autres sessions, vous les aurez. Et deuxième point, les questions sont à poser dans l'onglet questions. Je pense que vous le savez aussi parce que les équipes de PlayPlay vous l'ont dit plusieurs fois aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que vous les posiez là-bas et comme ça, on upvote et puis on s'assure qu'à la fin, on peut poser à Antoine les questions qui ont été le plus demandées. Voilà. Et ben Antoine, c'est qui Je vais quand même vous le présenter. Il vient de chez Job Teaser. Du coup, Antoine, toi, tu as commencé le marketing dans une entreprise qui s'appelait Dojo, je crois, et dans une agence de contenu d'influence Gen Z de premier ordre, puisqu'aujourd'hui on va parler Gen Z. J'espère que vous êtes tous prêts. Et ensuite, tu t'es fait chasser par Job Teaser. Donc, je pense que tu vas nous expliquer un tout petit peu ce que c'est, mais tu es Head of Content Factory. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont Content Factory dans le chat, donc je pense que ça va les intéresser aussi. Et donc, en gros, toi, tu gères toute l'image de marque et la création de contenu de l'entreprise. Et ça représente, si je ne me trompe pas, plus de 400 podcasts et vidéos créés par an, ce qui fait très très peur quand même, mais c'est hyper impressionnant. Et du coup, la raison pour laquelle tu vas nous parler de la Gen Z aujourd'hui, c'est qu'évidemment, chez Job Teaser, c'est une de vos cibles principales. Et donc, du coup, tu vas nous parler un petit peu de Gen Z, de contenu, de comment on crée le bon contenu pour la Gen Z. Et voilà, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous, merci pour l'introduction Mélissa, merci également à PlayPlay et Domiti pour l'invitation. Petit propos préliminaire, Job Teaser en effet, donc c'est l'acteur leader sur le recrutement des jeunes talents, donc de la Gen Z en Europe. Et à la Content Factory, comme tu l'as dit, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les stratégies créatives, donc avec impact sur la marque évidemment, tout ce qui est visuel, ce genre de choses. Et puis on a une double activité qui est évidemment de définir la stratégie de contenu en propre de notre entreprise et aussi en fait de développer un catalogue média qu'on met à disposition des entreprises pour qu'elles puissent tout simplement faire émerger leur marque employeur auprès de ce qu'on appelle les jeunes talents ou tout simplement la Gen Z. Voilà, donc sans plus attendre, on va se parler contenu, engagement, Gen Z. Ok. Alors, l'engagement. Vaste question au sein des couples, mais aussi des marques, en particulier en 2022. Il y a de plus en plus de contenu qui émerge, ça devient de plus en plus compliqué de capter l'attention de ces audiences, en particulier sur la Gen Z qui est ultra sollicitée. Donc, comme je le disais précédemment, là, l'idée, ça va être de faire un petit saut dans ce qu'est la Gen Z dans un premier temps. On va la résumer de façon très succincte. Comment est-ce qu'on en arrive également à produire du contenu en tant que marque, et non plus seulement de la publicité. Et puis après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit le bon contenu et comment est-ce qu'on engage au travers de celui-ci. Alors, la Gen Z, c'est une nouvelle génération et comme toutes les générations, elle nourrit son lot de fantasmes. C'est parfois un peu une boîte noire, en particulier pour les parents. Alors, rien de nouveau. Ma mère se demandait déjà ce qu'elle allait faire de moi lorsque j'étais adolescent. On se pose parfois la même question à leur égard. Ce qui est important en termes de propos préliminaires, c'est de bien définir ce qu'est une génération. Une génération, c'est pas un groupe social homogène. Elle est protéiforme en réalité. Et ces comportements sont le plus souvent modulés par les innovations technologiques. Tout simplement parce qu'elle y est plus réceptive, elle y est plus perméable et donc elle va davantage modeler ses comportements en fonction des innovations technologiques. Si vous regardez certains graphiques, par exemple, vous voyez que le rapport à l'autorité de cette génération-là n'a pas beaucoup changé par rapport à celle qui l'a précédée il y a 20 ans. On n'aime pas trop qu'on nous dise tout le temps quoi faire, ça n'a jamais été le cas. En revanche, par exemple, le fait d'être prêt à ne payer qu'en cash, ce désir-là s'est complètement écroulé, tout simplement parce qu'on parle d'une génération qui a accès au paiement par mobile, à la carte sans contact, etc. Alors, l'idée, pour les résumer tout de même, et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas essentialisant. Les individus sont propres, ils ont leur personnalité, et ce n'est pas parce que, par exemple, les gens lisent moins en global dans cette génération qu'il n'y a plus de lecteurs. Voilà, pour donner un exemple très concret. Alors, la Gen Z, en résumé, c'est ce qu'on appelle des digital natives. Ce sont des gens qui sont nés entre 1995 et 2010, donc qui sont nés au moment où Internet existait déjà et qui souvent se sont retrouvés assez jeunes avec un smartphone entre les mains. C'est une génération qui se distingue des autres parce qu'elle a été bercée par le test and learn. Un exemple très concret, quand vous receviez un jeu vidéo
sur PlayStation 1, donc mon époque, j'ai 32 ans, je vieillis, il y avait un fascicule qui allait avec et qui vous expliquait comment jouer à ce jeu, un peu comme les règles dans les jeux de société. Aujourd'hui, donc ça c'est ce qu'on appelle le gameplay, il est directement intégré au sein du jeu, c'est-à-dire qu'on apprend en jouant. Pourquoi? Parce qu'on peut mourir autant de fois qu'on le veut dans un jeu vidéo, et donc en fait on apprend par la pratique. Ça c'est hyper important à comprendre pour saisir leur mode de fonctionnement. Ensuite, c'est une génération qui est portée sur l'hypercommunication. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, entre guillemets, de problématiques d'isolement social ou autre. C'est juste qu'ils ont énormément de canaux de communication à disposition. Certains d'entre vous ont peut-être des enfants, des ados, des jeunes adultes. Par exemple, quand ils montent jouer aux jeux vidéo à nouveau dans leur chambre, ils enfilent un casque sur la tête et ils parlent avec leurs amis et parfois des personnes qu'en fait, ils n'ont jamais rencontrées dans le monde physique. Le dernier élément à avoir en tête, c'est que c'est une génération qui est une génération communautaire, donc, où en fait le particularisme de l'individu va pouvoir s'exprimer et être protégé par des petits groupes qui se reconnaissent et au sein desquels en fait il y a un sentiment d'appartenance qui va se générer. C'est notamment ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le renforcement de la notion communautaire autour des communautés LGBTQI+. Voilà, communautaire, c'est pas nécessairement un gros mot, ça veut simplement dire avoir affaire à la communauté. En fait, on est parti d'une ère hyper collectiviste, on est passé par une ère hyper individualiste avec le néo-capitalisme les années 80, 90, 2000, 2010, et puis là, on est dans une ère communautaire où on revoit notamment des ancrages plus locaux, par exemple au niveau de l'entreprise ou tout ce genre de choses. En termes de thématiques et de sujets phares qui les animent, parce que ça c'est important, notamment on le verra après quand vous voulez concevoir du contenu pour les toucher. Côté société, ils ne sont pas complètement dépolitisés, ils la vivent juste d'une autre façon. Ils sont aussi très concernés par les thématiques de justice sociale, d'écologie, d'identité et de genre. En termes de psycho, tout ce qui est développement personnel, santé mentale trouve écho. L'astro, qui est pas réellement une science, on sait, je ne veux pas ouvrir un débat sans fin, mais voilà, l'astrologie, c'est un gros item chez eux, en tout cas chez la plupart. En termes de business, ce sont des jeunes qui sont souvent très portés sur l'entrepreneuriat, qui sont faits de ce qu'est la crypto, le Web3. On voit même, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des adolescents ou pas, mais très jeunes, en fait, ils vont avoir tendance à acheter, ou ils vont être en mesure d'acheter des baskets ou sinon des cartes Pokémon tout simplement, et de les revendre à un prix plus élevé. Donc en fait, ils sont dans une économie qui est en train de se financiariser. Ça, c'est important aussi pour comprendre leur rapport au business. Le dernier point, c'est entertainment et lifestyle. Évidemment, grosse trend du gaming depuis plusieurs années. La mode, qui ne perd pas ses adeptes, le sport toujours, et puis les challenges en tout genre. On peut voir notamment sur TikTok où il y a énormément de challenges. C'est quelque chose en fait qui les berce au quotidien globalement. Alors, maintenant qu'on a parlé de façon assez succincte de la Gen Z, l'idée c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait du contenu aujourd'hui. En fait, parce qu'on est passé à un modèle de médias intégrés, entre guillemets, au sein des entreprises. Bill Gates le disait déjà en 1996, le contenu est roi. On va voir en fait comment justement on a opéré cette bascule de la publicité au contenu plus éditorialisé. Dans les années 60, la presse, la radio, la télé, le cinéma, c'est en fait les seuls canaux d'expression de la marque, avec évidemment la réclame dans la rue ou bien le magasin, le physique. C'est l'âge d'or de la publicité. On achète des petits encarts, des petits laps de temps au sein des chaînes télé, radio, etc. pour y diffuser de la publicité. On est contraint par le format, on a 30 secondes pour s'exprimer, etc. Sauf qu'en 2000, on a Internet qui commence à exploser, puis des diffuseurs 2.0, entre guillemets, qui vont changer la donne en apparaissant petit à petit. Il y a YouTube qui naît en 2003, Facebook en 2007, Instagram en 2010. C'est la première fois, en fait, où des individus, mais donc également des marques, peuvent diffuser un message au plus grand nombre sans avoir à passer par un canal traditionnel de communication. Et ça, en fait, ça va permettre l'essor de ce qu'on appelle les pure players, donc les médias nouvelle génération, comme Combini que vous connaissez tous, ou BuzzFeed comme vous connaissez tous, qui n'ont jamais eu en fait d'existence en physique ou qui ne sont jamais passés par la télévision ou tout ce genre de choses. Ils se sont construits directement sur Internet et en particulier en exploitant les réseaux sociaux comme canal de diffusion de leur contenu. En 2015, on a le boom définitif des géants du stream, donc Netflix, qui est né en 97, mais qui a changé de business model plusieurs fois, de Spotify, je crois que c'est 2008 ou 2012. On a Amazon qui lance Prime Video, et en fait, toutes ces entités, qui étaient au départ simplement des diffuseurs, deviennent également producteurs de contenu. Si jamais vous faites un petit bond en arrière, Netflix, initialement, c'était un catalogue de films, mais ils louaient ou achetaient les films. Aujourd'hui, quand vous allez sur Netflix, globalement, il y a 80% de l'offre qui en fait consiste en des productions de Netflix directement. Et donc il y a des marques qui se sont engagées là-dedans, type Amazon, Red Bull également, et puis aujourd'hui YouTube également est en train de développer son propre plan de contenu en propre.
Donc, en fait, on a abandonné petit à petit le modèle de la publicité. Les marques se sont aussi rendues compte que ça commençait à gonfler les gens et qu'il y avait d'autres formats, finalement, plus souples, qui permettaient d'implémenter dans les esprits leur identité, de mieux se narrer, de mieux se raconter. Et donc, depuis 2020, en tout cas en France, ça fait un peu plus longtemps que c'est le cas au UK, on est entré dans l'ère de ce que j'appelle le don't sell tell, donc arrêter de vendre, raconter. C'est l'ère du brand et du unbranded content. La distinction, elle est assez simple. Brand content, c'est quand vous mettez en avant votre marque. Unbranded content, c'est quand vous ne mettez pas en avant votre marque. Par exemple, quand vous allez être producteur tout simplement d'un documentaire. On verra après un petit exemple avec Airbnb. L'autre solution, au-delà de développer son propre média intégré, c'est aussi tout simplement d'en racheter. Ça a été le cas de Zalando récemment, qui a racheté un média qui s'appelle High Snobiety, qui est une parution digitale sur la mode, en particulier la street fashion, et qui fait référence notamment auprès de la Gen Z. Donc voilà, ça leur a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, donc il faut avoir les moyens pour acheter un média. Mais là, en fait, ce qu'ils vont aller faire, c'est chercher de l'audience tout simplement déjà à disposition. Alors, on a rapidement vu ce qu'était la Gen Z, on a rapidement vu pourquoi est-ce qu'on avait basculé d'un modèle publicitaire à un modèle plus éditorialisé. Les deux se complémentant, bien sûr, la publicité n'est pas morte, loin de là. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on produit le bon contenu. Comme le disait Coluche, des idées, tout le monde en a. On va voir comment, entre guillemets, garantir que celle qu'on a soit la bonne et puis qu'elle s'active correctement. Il y a un schéma très simple à utiliser en fait pour savoir comment produire un contenu qui va répondre à des attentes et qui va être cohérent. C'est ce que j'appelle la quadrature du contenu. En fait, si jamais vous définissez un sujet, un objectif, une cible et un canal, vous allez avoir votre format qui va s'imposer un peu comme une évidence. Cette quadrature, elle est intéressante parce que si par exemple vous inversez canal et format, donc que vous avez déjà décidé de votre format, de votre sujet, de votre objectif et de votre cible, ça va vous indiquer très naturellement quel est le canal sur lequel aller pousser votre contenu, comment l'activer. Je vais vous donner un exemple concret, puisque ça reste un schéma, ça peut paraître un peu nébuleux. Supposons que vous soyez une entreprise de parfum. Vous décidez que vous voulez aborder la question des enjeux éthiques et environnementaux autour du parfum, de sa confection, etc. Dans le but de positionner votre marque comme étant un acteur responsable sur le marché. Vous souhaitez toucher des 20-30 ans à peu près, ou des 18-30. Pour ça, vous allez vous orienter vers TikTok, qui est aujourd'hui, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, qui est le social media qui connaît le plus fort essor et où les audiences, contrairement à il y a 4-5 ans, sont en train, elles aussi, de mûrir et de gagner en âge. Donc, vous pouvez aussi aller toucher des gens de 25-30 ans sur TikTok désormais. Quel type de format? Ça doit être un format qui est TikTok friendly. Donc, par exemple, une série de portraits d'1 minute 30 en vue subjective, c'est-à-dire filmés par eux-mêmes, de jeunes agriculteurs bio qui fournissent les matières premières à la création de ce parfum. Voilà comment fonctionne une quadrature du contenu. Donc évidemment, il faut un concept créatif à un moment, mais cette quadrature du contenu-là, en fait, elle vous permet d'avoir une méthodologie dans votre approche du développement du contenu. Alors ensuite, ce contenu, une fois qu'il a été réalisé, il faut savoir l'exploiter. On conduit ce qu'on appelle un master ou un hero, c'est-à-dire la pièce majeure finalement du contenu, le film par exemple, à proprement parler, qui va être évidemment poussé sur un canal de distribution de référence, celui de votre choix. Ça peut être YouTube, si jamais c'est un live, ça peut très bien être du Twitch, ça va être TikTok, ça va être Instagram. Mais ce n'est pas la seule chose en fait. Votre contenu, derrière, vous pouvez en créer des dérivés. Les dérivés, c'est très simple, c'est par exemple des teasers, ça va être des extraits, ce qu'on appelle des shortcuts, ou bien des off the scene, c'est-à-dire des plans sur comment s'est réalisé le tournage, etc. Tout ça, en fait, ça vous fournit un tissu de contenu dérivé qu'on pourrait appeler social media material. C'est des contenus plus courts, plus exploitables, que vous allez pouvoir pousser notamment sur vos réseaux sociaux pour faciliter l'activation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été mis en contact avec 2 teasers de votre contenu, au moment où vous allez sortir le dit contenu, sa pièce originelle, va être plus susceptible potentiellement d'aller le consommer. Il verra déjà plus ou moins de quoi ça parle. C'est exactement le même système que ce que font en fait les distributeurs de films avec les bandes annonces cinématographiques. Il y a un truc qui est hyper important à garder en tête, c'est que votre contenu peut être aussi bon que possible. S'il est mal activé, il ne pourra pas performer. Il y a encore beaucoup de gens qui s'attendent à ce que les choses buzzent, en fait. L'ère du buzz, elle est terminée. Pourquoi? Parce qu'avant, ça fonctionnait parce qu'en termes d'image, il y avait encore de la place sur Internet, si vous voulez. Il n'y avait pas tous les producteurs et diffuseurs de contenu qu'on a aujourd'hui. Cet espace-là, il s'est complètement restreint. Les gens, eux, n'ont toujours que 24 heures de disponibles dans une journée. En revanche, le nombre d'options qu'ils ont en termes de contenu à consommer a explosé. Donc, en fait, le buzz, ça ne marche pas. C'est un travail de fond,
de récurrence et une science de l'activation à développer pour que le contenu performe. Il ne pourra pas fonctionner en stand-alone, comme on dit. Donc, pour ça, il faut travailler les contenus dérivés, c'est ce que je vous disais, des teasers, des shortcuts, des off-the-scene, etc. Et puis, c'est hyper important de travailler son ciblage en paid media en définissant vraiment précisément les audiences que vous souhaitez toucher, donc avec des données socio-démographiques. Ça va être les centres d'intérêt, ça va être l'âge, ça va être le sexe, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, nous, quand on mène nos opérations d'activation en paid media sur YouTube chez JobTeaser, on sélectionne des centres d'intérêt en amont et un profil d'audience qu'on souhaite toucher parce qu'on estime que c'est à celui-ci que s'adresse le contenu que nous avons produit. Maintenant qu'on a dit ça, on a produit le bon contenu, on a parlé de la Gen Z, on a parlé de pourquoi le contenu, on a vu comment créer un contenu avec une certaine méthodologie et comment ça s'activer. Il y a l'enjeu d'engager les audiences. Alors, comme je le dis, on ne va pas quand même citer 2 fois mon ex. J'ai parfois des histoires qui se passent bien. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je n'ai pas tourné la page. Il y a 7 règles d'or à maîtriser sur l'engagement des audiences au travers du contenu. La première règle, c'est ce que j'appelle la théorie de l'aimant. La théorie de l'aimant, en fait, c'est la capacité à exploiter la périphérie thématique comme une verticale d'acquisition. C'est-à-dire de sortir de son cœur d'activité pour aller traiter des sujets qui vont être annexes. Typiquement, le cœur d'activité d'une entreprise de parfumerie, ça va être, entre guillemets, de trouver les équilibres entre les solutions de pH, les ingrédients, etc. Si vous faites ça, vous allez intéresser potentiellement des chimistes, c'est tout. Si jamais vous étendez vers l'agriculture, l'environnement, tout ce genre de choses, vous allez forcément capter un cercle d'audience beaucoup plus large, puisqu'on est beaucoup plus à partager un intérêt commun pour les questions environnementales, agriculture, de storytelling, etc., qu'on ne l'est à partager un intérêt pour un sujet beaucoup plus scientifique, beaucoup plus technique, etc. Je vais vous montrer 2 exemples. Je vous ai mentionné Airbnb tout à l'heure, on va également voir celui de Nike. Alors, cette vidéo ne va pas être montrée en mode immersif, donc il risque d'y avoir un petit lag au niveau du son. Mais vous allez voir comment Nike et Airbnb ont procédé pour justement élargir leurs cercles éditoriaux et élargir la périphérie thématique afin de toucher un plus grand nombre d'audiences. Ok, pour ce premier exemple, ce que vous voyez, c'est un talk show sur un plateau. Il ne parle pas d'équipement sportif, il ne parle pas de lifestyle, il ne parle pas de mode. Ils vont parler de quoi? Ils vont parler d'environnement et de la problématique de la neige qui se pose de plus en plus, notamment pour les sportifs, bien entendu. Ce format-là, il dit plusieurs choses. D'une part, il est quand même ancré dans le sport. D'autre part, on est sur un plateau qui est exclusivement féminin. Donc, il dit quelque chose du féminisme et de l'inclusion. Et enfin, il aborde un sujet environnemental. Ce n'est pas le cœur d'activité de Nike. Sur l'environnement, on peut même potentiellement avoir des réserves. Sauf qu'en fait, via un contenu qui est plus large éditorialement que simplement de parler de leur cœur d'activité, ils viennent se positionner comme une entreprise de sport, inclusive et environnement friendly. Le deuxième exemple que je vais vous montrer, ça va encore plus loin, c'est celui d'Airbnb. Alors là, ce que je viens de vous montrer, c'est un bout de la bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle Guy Covers Deep South, que Airbnb a aidé à produire. Ils sont coproducteurs du documentaire. Ce documentaire, il raconte l'histoire d'une chorale religieuse itinérante dans le sud des États-Unis, composée uniquement de personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, et qui se sont fait virer de leur paroisse en raison de leur appartenance de genre ou sexuelle. A priori, strictement rien à voir avec le fait d'aller se trouver une belle maison au bord de la mer pour les vacances. Et pourtant,
quand on analyse la structure narrative de ce film et le propos qu'il porte, on a l'idée d'itinérance, c'est une chorale itinérante, donc de voyage. On a l'idée d'inclusivité, on parle là de communauté LGBTQIA+, et on a l'idée de partage, c'est de la transmission, le chant, le groupe. Quelles sont les valeurs clés d'Airbnb? Le voyage, l'inclusion et le partage. Donc en fait, c'est pour vous montrer tout simplement que vous pouvez être hyper créatif dans la manière de faire exister vos identités de marque. Et que souvent, c'est en étant créatif par rapport à ça qu'on va pouvoir aller chercher des audiences beaucoup plus larges. Et ce genre de contenu éditoriaux, forcément, la Gen Z en particulier y est sensible. On sait que c'est plus compliqué de venir l'attraper avec de la publicité. Le deuxième point, c'est d'utiliser les leviers éditoriaux. Alors, on connaît tous le funnel marketing classique. Awareness, consideration, decision. Il y a un funnel éditorial qui lui répond. Il y a une entreprise américaine qui fait du marketing prédictif, qui a diffusé différents sets de publicité de contenu durant le Super Bowl à l'époque, en analysant en fait les stimuli provoqués par chaque type de contenu. Et ils sont arrivés à la conclusion que les gens réagissaient le plus facilement au contenu drôle, divertissant. Ce qui semble logique, ça ne demande pas un gros effort de concentration, et vraiment le rire est, entre guillemets, ce qui tisse en premier les relations chez l'être humain. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu à fort impact en termes de storytelling et d'émotion. On aime tous être touchés, on pleure tous devant un film. Et le dernier étage de ce funnel, c'est informer. C'est les contenus un peu plus techniques où vraiment il y a davantage d'informations. Ça semble logique, ça demande un effort de concentration supplémentaire et de vraiment s'impliquer dans la consommation du contenu. Alors, évidemment, le contenu ultime, c'est un contenu qui va vous faire marrer, ressentir des émotions et qui va vous apprendre quelque chose. Là, que demande le peuple, c'est merveilleux. Comment est-ce qu'on range en revanche ces contenus-là dans les différentes étapes du funnel? Ça va être par rapport au volume éditorial pour chaque partie. C'est-à-dire qu'un contenu, vous allez le voir après, où il y a 80% de blagues et puis le reste, c'est genre 20% d'informations, forcément, il va davantage être sur du divertir. On va considérer ça comme un contenu divertissant, plus qu'il y a de l'awareness. Là où un tuto, même si on met plusieurs blagues dedans, mais qui a vocation à former quelqu'un, va davantage être dans la partie, dans le bas de funnel, côté informé. Pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets, je vais vous montrer 3 vidéos. Je vous les pitch juste en amont. La première qu'on va voir, c'est un JT Tour. JT Tour, chez nous, en fait, ce sont des contenus de job teaser, tous. C'est un micro-trottoir qui est réalisé par notre merveilleuse Louisa, notre journaliste attitrée, et qui consiste tout simplement à aller tendre le micro à des étudiants sur des temps forts de leur vie étudiante, que ce soit la journée de la santé mentale, la période de recherche de stage, ou, vous le verrez ici, le départ du 4L Trophy. Le deuxième contenu, comme vous pouvez le voir, je vais vous donner les taux d'engagement en social et sur TikTok en particulier, qui sont extrêmement élevés avec ces formats. Sur SpeakUp, SpeakUp en fait est un format qui vise davantage, lui, non pas à divertir, mais à inspirer, en mettant sur scène des gens qui vont témoigner de leur expérience. Donc on tâche d'aller vers de l'influence et du rôle modèle, c'est très important pour cette génération, on le verra après. Et le dernier, donc Tips and Tricks, qui est en fait un tuto, pour le coup une série de tutos, qui vise davantage à informer, puisque l'idée pour nous, au travers de ce format-là, c'est de donner les clés de la réussite au moment de l'entrée dans le monde professionnel pour les plus jeunes. On parle de graduate programme, de négocier son premier salaire, de se mettre en freelance, la gestion du conflit au bureau, tout ce genre de choses. Comme vous voulez voir, on est quand même sur des indicateurs plutôt de performance plutôt élevés, puisqu'on a 20-30% d'engagement en moyenne sur TikTok pour les formats, un tout petit peu moins sur le SpeakUp, mais c'est parce que forcément ça parle à une niche un peu plus resserrée que du divertissement. Et puis sur Tips and Tricks, là, c'est du contenu YouTube, on reviendra après dessus, mais c'est le taux de complétion qu'on va regarder. C'est-à-dire que la moyenne des gens ayant été mis en contact avec cette vidéo ont consommé 65% de la durée de celle-ci. Ce qui sur un format de 4 minutes à peu près est tout de même pas mal. On verra que sur des formats encore plus longs, on a à peu près les mêmes stats chez JT. Alors, je vous montre juste les 3, pour que vous voyez bien la différence. Les gars, c'est quoi cette 4L du futur? Vrai, t'aimes bien? Ah mais de ouf! On a regardé le dessin animé la veille et le matin, on s'est dit pourquoi on ferait pas ça? Qui est la mécano de l'équipe? Toi tu gères pas la méca. Moi je gère l'ambiance. Ça fait quoi de vivre une aventure à deux? Il y a eu un petit peu de tension de temps en temps. J'ai envie de dire c'est une vie de couple. On a dit si on se dispute, on se calme et on se fait un gros câlin. C'est quoi ta strat si tu t'engueules avec lui? Je le laisse sur le bord de la route, je pense.
Ok, donc là, vous avez un exemple, plus micro-trottoir, dans le divertissement. Le prochain que je vais vous montrer, ça va juste être le début, parce que sinon, je vais vous garder jusqu'au dîner et vous allez finir par avoir faim à un moment. Ça va être un speak-up, donc le fameux format un peu plus inspirationnel qu'on produit avec des rôles modèles ou des gens qui ont des parcours intéressants. Je suis convaincu que vivre de sa passion, c'est possible. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, on est forcément meilleur. On est plus motivé, on y met plus d'énergie, on le fait mieux. Je m'appelle Sébastien Deps, j'ai 30 ans, ex-joueur pro de jeux vidéo, donc e-sportif. J'ai évolué sur un jeu qui s'appelle Dota 2. J'ai eu la chance de gagner 2 fois les championnats du monde. Aujourd'hui, je suis officiellement à la retraite et je me concentre sur les activités de mon club que j'ai cofondé pendant ma carrière d'e-sportif. Mon parcours, c'est parcours classique, lycée, bac. Ensuite, j'ai fait une prépa, classe préparatoire, une école de commerce. En même temps, je commençais les compétitions, etc. Alors là, vous pouvez voir, on est sur un registre un peu différent. On est vraiment sur du témoignage, quelque chose qui va un peu plus dans le détail, c'est moins léger, mais il y a de la transmission, d'infos. Et donc, le dernier type de contenu, pour rappel, celui vraiment valeur ajoutée première de l'information, je vous montre tout de suite. Les graduate programmes, ça vous parle? On vous explique tout. Dans Tips and Tricks, et notamment ce que c'est déjà, pourquoi il faut postuler, et puis aussi, so important, quand postuler. Graduate Programme, tout est dans le titre. Mais comme on est sympa, nous les titres, on les explicite. Un Graduate Programme, c'est un programme destiné aux jeunes diplômés, généralement de niveau Bac+5. Mais on va pas se mentir, ils sont souvent réservés aux meilleurs étudiants des grandes écoles de commerce, d'ingé, de market, et j'en passe. Donc si vous avez séché tout un semestre pour être à jour sur Stranger Things, il y a de grandes chances pour qu'on vous dise « Allez, dehors ! Allez, dehors !» Sauf si vous avez maté l'intégrale en VO et que vous êtes maintenant completely fluent in English, et oui, un bon niveau d'anglais est souvent un prérequis pour être sélectionné, et ça, c'est réel. Les graduate programmes peuvent durer entre 2 et 3 ans selon les boîtes. L'objectif, vous faire découvrir un max de... Ok, j'ai eu un petit lag, je ne sais pas si c'est la même de votre côté, mais globalement, vous voyez, là, on va rentrer plus dans le détail de l'accession à un graduate programme. Et du coup, on va avoir un tissu informatif plus important, ce qui ne nous a pas empêché de mettre beaucoup de codes de la pop culture dedans. C'est important pour susciter l'adhésion et pour justement rendre le contenu aussi plus digeste. Vous regardez peut-être Nota Bene sur Facebook ou YouTube, donc il y a un historien qui vulgarise l'histoire. Ces contenus sont aussi très bien faits, ils ont une vraie portée pédagogique, mais il adopte un ton léger et il va de temps en temps glisser des petites blagues, tout simplement, plaisanteries ou références à de la pop culture. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on n'appartenait pas à un seul étage du funnel, que c'est vraiment une histoire de gradation. Le troisième point, qui est vraiment clé, c'est d'incarner sa marque en propre et de se staffer en conséquence de l'évolution du marché. Alors, je vais donner une petite phrase un peu provocante, mais le community manager est mort, vive le content creator. Pourquoi ? En fait, avant, on était dans une ère de représentation de la marque, c'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur des égéries ou sur des campagnes d'influence assez brèves. On a basculé aujourd'hui dans une ère d'incarnation de la marque. Souvent, en fait, ça va soit être des journalistes intégrés ou des content creators, c'est-à-dire qu'ils vont aussi créer leur propre contenu. Alors, c'est quoi un content creator concrètement ? C'est quelqu'un qui est déjà connu, en général, sur les réseaux sociaux, ou bien qui a un fort potentiel identifié de votre côté. C'est quelqu'un qui a une double expertise contenu et communauté, ce qui fait justement qu'à l'instar du community manager, il peut interagir avec les individus qui vont être mis en contact avec son contenu. De ce fait, c'est quelqu'un qui est autonome et c'est quelqu'un qui va également être le visage public de la marque. D'ailleurs, il peut ne pas être tout seul, mais Nerf, par exemple, si vous êtes curieux, donc les fameux pistolets avec les flèches en mousse, le fait très bien sur son compte TikTok. Je vous invite à aller regarder ça. Mais du coup, étant le visage public de la marque, vaut mieux bien le choisir. Mais ça a un vrai bénéfice au sein des structures de Content Factory ou tout simplement marketing d'avoir ce type de profil. Je vous montre 2 exemples très rapidement. Ce sont 2 formats que nous vendons aux entreprises. Behind the Curtains, tout simplement, c'est un micro-trottoir au sein d'une boîte pour découvrir ses départements ou bien le cycle de vie d'un produit.
on peut parler de culture, de compétences, de plein de choses. Il est animé par Louisa, donc la même personne que celle que vous avez pu voir sur les Tipcentrix ou sur les JT Tours. Et puis, on a aussi le format The Big Talk, donc, qui est animé principalement par Romain, qui est un autre de nos journalistes. Enfin, un format qui sert à explorer, entre guillemets, les dessous d'un métier ou bien les innovations et les changements structurels sur un secteur pour que les jeunes puissent être un peu mieux briefés et avoir un peu plus d'infos sur la question. Mais voilà, nous, nos formats sont incarnés par des journalistes / influenceurs. On est à mi-chemin entre les deux. Évidemment, à vous de mettre le curseur en fonction de la technicité du projet. C'est sûr que c'est compliqué de trouver un influenceur pour parler de la fission nucléaire. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais bon, ça se trouve. Et l'idée est donc d'incarner vraiment vos marques au travers de ces individus, parce qu'en plus ça devient des points de repère, ça fait partie de votre contenu. Celui qui l'incarne, c'est comme un générique, c'est comme une trame narrative, ce sont des leviers d'identification et donc de mémorisation par l'audience de vos contenus. Le mieux, c'est si jamais elle s'identifie, parce que ce sont ce qu'on appelle des close peers, ou en tout cas des gens qui sont, si ce n'est des pairs, des profils qui en sont relativement proches. Je parlais des pairs, parfaite transition. Le quatrième point clé, c'est d'être capable de donner la parole aux pairs, justement, de cette génération, et à ses rôles modèles pour favoriser l'identification. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a un phénomène d'identification, il y a nécessairement une implication émotionnelle qui s'opère, et c'est à partir de cette implication émotionnelle que potentiellement on va susciter la volonté de participer et la création d'un dialogue. Donc voilà, de commentaires, tout ce genre de choses, même si on le verra, le like, le commentaire, ça ne doit pas du tout être l'alpha et l'oméga par rapport à la notion d'engagement des audiences avec votre contenu. Je vais vous montrer un autre exemple très bref, pour 20 secondes, de la Conve, qui est un talk show qui dure 30 minutes, sur lequel en fait, on met 4 jeunes sur un plateau, vous allez voir. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont assez fantastiques, puisqu'on est en moyenne sur l'ensemble des visionnages à plus de 16 minutes de visionner en moyenne. Et je crois qu'on a peut-être perdu Antoine. Le revoilà. On a perdu à quel moment, navré? Juste quand tu as rafraîchi ton écran. Ok, ça marche. Donc tout le monde a bien vu ce slide, tout le monde a eu le topo sur la conve. Je peux vous envoyer la bande-annonce, c'est bon. Vas-y, Okay. vas-y. Top. Les questions financières, c'est quand même important et on devrait en parler ouvertement. Tu fais quoi avec ton argent ? J'investis tout. Spoiler, c'est du Nino. Je m'habillais tout en Gucci, un peu gêné quand la famille me demande le prix. Je me reconnais. T'as déjà été à découvert ? Jamais à découvert, mais toujours vers les 1 ou 2 euros. La retraite, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que même je vais avoir une retraite ? Hop là. Alors, je vais repartager mon écran, du coup. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un casting qui est jeune. Ils ont tous entre 22 et 25 ans. Nous, on est sur la Gen Z. On a une audience principalement composée de Bac plus 3 à Bac plus 5, y compris des primo-accédants à l'emploi. Donc voilà, on a tout simplement été castés des gens qui leur ressemblent, qui avaient envie de témoigner. On les a interrogés sur leur rapport à l'argent. On a eu d'excellents retours et comme je vous le disais, la conclusion c'est que en termes d'engagement, il y a en moyenne plus de la moitié du format qui est vu. Pour ceux qui surveillent notamment les KPI sur les réseaux sociaux type Instagram ou Facebook, je pense que vous comprendrez un petit peu la force de frappe de ce type de contenu sur YouTube. Une rétention en moyenne de 16 minutes d'une audience, vous pouvez être sûr que le contact marque il est établi. Puis a priori ça veut dire que ça lui plaît. Sinon les taux seraient beaucoup plus bas. Le dernier point, enfin l'avant-dernier point clé, c'est de travailler la répétition. Parce que c'est comme ça qu'on opère un phénomène de mémorisation et in fine également de fidélisation des audiences. Il y a 2 manières de faire. La première, c'est ce que j'appelle la sérisation. Alors, sérisation, 2 options, ça veut dire 2 choses. C'est soit définir une arche narrative qui va se prêter au séquençage. En exemple concret, c'est très simple, c'est les séries de fiction ou bien documentaires que vous regardez sur Netflix, qui sont en plusieurs épisodes, ou alors les séries social, parce qu'il n'y a pas que sur Netflix ou YouTube qu'on peut retrouver du séquençage. Arte Creative le fait extrêmement bien avec ses contenus. À l'époque, ils avaient sorti une série, peut-être que certains s'en souviennent ici, qui s'appelait Été, et qui en fait consistait en une mini bande dessinée très légèrement animée, où il y avait un chapitre qui était lancé chaque semaine. Donc, voilà, ça crée de l'attente en plus, et donc forcément de la fidélisation.
L'autre possibilité en termes de sérisation, c'est de définir un format dont les sujets vont changer, mais pas l'ADN ni les objectifs, pour qu'il y ait quand même ce phénomène d'identification. Clairement, ça va être une série de reportages, par exemple, ou une série de tutoriaux. Ils ne vont pas tous porter sur le même terme, mais ils auront par exemple le même set design, on pourra le voir après, et le même ADN visuel, en termes de tone of voice également, d'écriture, tout ce genre de choses. La deuxième solution au-delà de la sérisation, c'est tout simplement la rediffusion. Ça, on ne pense pas assez souvent à le faire. En termes de rediffusion, ça veut dire tout simplement de repousser des contenus existants au gré de l'actualité générale ou des temps forts de votre marque. Par exemple, ça peut être les Jeux Olympiques, la journée du climat. Typiquement, l'exemple qu'on avait pris au début sur le parfum, sur la boîte de parfum, elle pourrait tout simplement réactiver ces contenus-là à l'occasion d'une journée du climat ou liée à l'environnement. Et puis, ça peut être aussi à l'occasion d'un nouveau lancement de produit de son côté, en disant, en faisant une petite piqûre de rappel, nos produits sont produits de façon équitable et respectueuse de l'environnement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à réemployer son contenu. Alors, je ne vous dis pas de le reposter le même toutes les semaines. Vous allez perdre les gens, ça va les gonfler. A priori, ça, c'est du bon sens. Mais un contenu est quelque chose qui doit vivre dans le temps. C'est l'autre gros avantage du contenu éditorialisé versus la publicité. Une campagne de pub, c'est 6 mois, ça meurt, ça disparaît. Le contenu, c'est quelque chose qui, s'il est bien fait, est exploitable même pendant plusieurs années. Je vous montre 2 exemples. Alors, je vais juste vous en montrer un parce que je pense qu'après, on va être un peu pris par le temps. Crack Your Career, tout simplement, qui est une série de tutoriaux, 8 épisodes, qu'on a produit sur le fait d'arriver à s'orienter. On a totalisé sur les 8 épisodes 2,2 millions de vues et un taux de complétion à 65% à peu près. Hey, I'm Jazzy George, and you're watching Crack Your Career. Today, I'm going to tell you why it's important that you kill your dreams. Well, the job of your dreams, at least. This will enable you to learn how to dream even bigger. And I'm going to tell you why mistakes aren't actually mistakes at all, and why you should learn to cherish the obstacles in your way. Stay tuned. You've come to the right place. Welcome to Job Teaser. Remember when you were a kid? And every adult would ask you the same thing. What are you going to do when you grow up? It was like a personality test for people still rolling around in sandpits. Donc ça, tout simplement, ça a été sérié, entre guillemets. On a abordé 8 thématiques différentes au cours des 8 différents épisodes. Mais en créant du coup de la répétition, on était sur le même set design avec le même animateur, le même host, le même influenceur qui a diffusé et qui animait le tutoriel. Dernier point, avant qu'on se penche juste sur les KPIs en 1 minute, c'est de travailler son branding. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez une unité de ton également dans vos codes visuels. C'est ce qui va permettre que les audiences vous reconnaissent. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est sur les mêmes teintes, on utilise le même type de traitement. Ça permet en fait qu'en fonction, que ce soit sur un format ou bien sur l'autre, il y a une unité relative qui s'opère et que donc on soit plus facilement identifié. Ça, c'est important pour l'engagement parce que quand on reconnaît quelque chose qu'on a déjà apprécié à un autre moment, forcément, on est plus à même de s'engager avec. Et tout dernier point, je crois que j'ai un peu débordé, mais l'idée, c'est de savoir mesurer l'engagement. Donc, ce sont les fameux KPIs, plusieurs idées clés. Le nombre de vues, de likes et de commentaires, ce n'est pas les seuls indicateurs de performance sur le contenu, encore moins pour de l'engagement. Un nombre de vues, par ailleurs, ça doit s'analyser systématiquement par le prisme du coût par vue. Parce que si vous faites 100 000 vues à 50 centimes du coût par vue, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. En fait, vous avez dépensé une fortune versus le résultat. Si on sort des réseaux sociaux, donc là, je parle plutôt, on va vers Twitch et YouTube, en fait, ces indicateurs de nombre de likes, de commentaires, etc., ils deviennent même, eux, secondaires. Ce qu'on va avoir tendance à regarder, c'est les taux de complétion et de rétention. C'est-à-dire la durée moyenne consommée en pourcentage du film par vos audiences et le pourcentage d'audience ayant été jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'à son terme. Parce qu'une audience qui reste, c'est une audience qui est intéressée. Et même si elle ne met pas son like, ça veut dire qu'elle a été engagée émotionnellement avec votre contenu. Le digest, très rapidement, sujet, cible, canal, objectif, format, produire moins et produire mieux, penser le contenu sur la durée, travailler son activation, travailler la profondeur édito avec des thématiques périphériques. Il faut penser audience first, qu'est-ce qui intéresse mon audience ? Penser le contenu en termes d'enjeux et d'émotions, donc actionner les leviers éditoriaux qu'on a vus, incarner sa marque en propre ou au travers de son casting, de préférence avec des content creators autonomes. Et dernier point, donner la parole à la Gen Z directement, plutôt qu'essayer de la raconter ou de la singer. Ça a toujours plus d'impact. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long.
Incroyable timing. Il nous reste 50 secondes, donc on n'aura malheureusement pas le temps de prendre des questions. Je suis navré. Mais il y en a, il n'y a pas de souci. Il y en a plein. De toute façon, on fait le FAQ. On enverra des réponses et je pense qu'Antoine se fera un plaisir de répondre à certaines d'entre elles si on lui envoie. Tout de suite, c'est Alexis Chevalier qui va nous parler de Media-led Growth. Merci Antoine. Il y a notamment eu beaucoup d'amour pour ta quadrature du contenu. Je te l'annonce en chat, donc c'est top. Et puis pour tout le reste, on se retrouve avec Alexis dans 25 secondes. Donc restez avec nous. Et puis merci encore Antoine. Merci à tous. Merci Salut. Mélissa.